J'ai été pris en otage en Iran, j'ai été témoin d'activités paranormales, un chien artiste m'a roulé une pelle et j'ai même élaboré un plan parfait. Je crois que c'est le moment de refaire les films après la séance. Après la séance aujourd'hui avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Manu. Salut Mehdi. Cyril, ça va? Bonjour Mehdi, ouais, ça va bien. Jean-Victor. Salut. Je crois que vous êtes fin prêt à parler de cinéma, mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec la critique, je vous propose un petit tour de l'actualité cinématographique, tout en légèreté avec le on s'en fout pas. T'as appris quoi? Ça? On s'en fout pas. On s'en fout pas. Bon d'accord, on s'en fout pas. Mais non, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Bradley Cooper pourrait donner la réplique à Emma Stone dans une nouvelle comédie romantique de Cameron Crowe. Jerry Maguire, presque célèbre, nouveau départ. Autant d'exemples qui prouvent que Crowe a toujours manié les clichés sans provoquer la nausée. Rhys Ifans, Mia Wasikowska et Ezra Miller seront à l'affiche de Madame Bovary, une nouvelle adaptation du roman de Flaubert signée Sophie Barth. Jane Eyre, Léo Durlevent, Madame Bovary, plus de 10 adaptations chacun, sans jamais égaler les romans originaux. Stop, stop! Après les très attendus Avatar 2 et 3, le cinéaste canadien James Cameron devrait adapter le roman dit informationniste de Taylor Stevens. John Landau, le producteur du projet, a quand même confié que l'héroïne de ce récit était un mélange entre Sherlock Holmes et Lisbeth Salander. Et nous, ça nous intrigue. 25 familles anglaises sont allées au cinéma pour découvrir Madagascar 3. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient avant de se retrouver devant le dernier Paranormal Activity suite à une erreur du projectionniste. Enfin, avouons-le, rien qu'à imaginer la tête des enfants et des parents, on s'est quand même bien marré. Après les Américains, c'est au tour des Français de s'atteler à un remake de la comédie québécoise à succès Starbuck. Aux US, Vince Vaughn, produit par Spielberg, chez nous, José Garcia, filmé par sa femme. Apparemment, vouloir faire des remakes est une nouvelle mode en France, une manie typiquement américaine dont on se passerait bien. Alors que Skyfall vient d'atterrir dans les salles et cartonne, une rumeur voudrait qu'Idris Elba succède à Daniel Craig dans le rôle de l'agent secret le plus célèbre de Sa Majesté. Il est anglais, il a du charisme, il plaît aux femmes, et en plus, tant mieux si ça fait chier les racistes. Disney a racheté Lucasfilm pour la modique somme de 4 milliards de dollars et a annoncé qu'une nouvelle trilogie de la guerre des étoiles verrait le jour dès 2015. Une initiative qui prouve une nouvelle fois que Hollywood n'a Dieu que pour le recyclage. On va passer maintenant au débat critique avec les 3 films qu'on vous a sélectionnés ce mois. Argo, Sinister et Un plan parfait. « 4 novembre 1979, 52 personnes sont prises en otage dans l'ambassade des États-Unis en Iran, mais 6 réussissent à s'échapper. Pour cela, le gouvernement américain envoie un personnage qui est campé par Ben Affleck pour les libérer. Justement, le comédien américain passe pour la 3e fois derrière la caméra après The Town et Gone Baby Gone. Ça s'appelle Argo, on en parle beaucoup pour les prochains Oscars. Alors la question que j'ai envie de poser à Anaïs, est-ce que Ben Affleck a réussi définitivement son passage parmi les grands cinéastes américains actuels ? Pour moi, oui. Pour ceux qui en doutaient encore après les excellences de Town et Gone Baby Gone, Argo va leur prouver une fois pour toutes que Ben Affleck est capable de maîtriser sa caméra, il maîtrise son histoire, il dirige ses acteurs, qui sont aidés certes par une reconstitution historique parfaite. Il arrive à insuffler de l'humour dans un film qui n'est pas drôle à la base, notamment grâce au duo John Goodman et Alan Arkin, qui sont excellents. Et en plus, il parvient à faire une critique, une mise en abîme du système hollywoodien de l'époque et du cinéma en général, qui s'applique encore aujourd'hui et qui est excellent, puisque ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pour faire revenir ces personnes aux États-Unis, Ben Affleck, le personnage de Ben Affleck, va créer un vrai faux film de science-fiction qui devrait se tourner. Mais c'est totalement rocambolesque, mais on y croit, on s'accroche, c'est prenant, c'est drôle et c'est très efficace. C'est efficace, Cyril, tu trouves? Oui, c'est efficace parce que le suspense fonctionne très bien et c'est vraiment ce qui nous accroche tout le long du film. Alors que finalement, on connaît déjà la fin du film, on est surpris en permanence. J'aurais un petit bémol quant à l'exercice de style parce que finalement, ça fait un peu exercice, si tu veux. Et donc, quelque part, à partir de ce moment-là, moi je ne suis pas rentré totalement et je crois qu'au niveau de l'émotion, on ne peut pas être pris entièrement par le film.
mais c'est très bon et ça fonctionne, quoi. C'est surtout le suspense qui est intéressant. Sur la question de l'exercice de style, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que Ben Affleck, et on le savait déjà avec Gone Baby Gone et The Town, c'est quelqu'un qui s'inscrit vraiment dans un espèce de classicisme américain. On le retrouve dans une mise en scène qui est très typée 70s, notamment Les Hommes du Président, qui est une référence vraiment assumée par le réalisateur. Et donc du coup, il assume complètement ça. Et même si effectivement le film est assez mécanique, à chaque fois qu'il y a une mise en tension, on se retrouve avec un montage alterné, avec un léger décalage temporel pour se sortir de la chose. Donc à chaque fois, on se retrouve toujours sur des situations très similaires. Et malgré tout, ça marche. C'est sans surprise, mais c'est hyper efficace. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, le public était vraiment au taquet, donc c'est une bonne surprise. Manu au taquet devant au taquet, mais j'ai envie d'apporter un tout petit bémol, c'est que le problème, c'est critique vis-à-vis même de la politique américaine, même du système hollywoodien, et pourtant, à la fin, sans spoiler la fin, il faut qu'ils reviennent aux valeurs fondamentales américaines avec les valeurs familiales et le drapeau américain qui flotte au vent derrière. Et c'est un côté agaçant parce que on sent qu'il raconte une vraie histoire, mais derrière, il y a toujours cet aspect très patriotique américain malgré tout. Ça sera le mot de la fin, palmarès du film. Les producteurs de Paranormal Activity et Insidious ont décidé de remettre le couvert pour nous filer les jetons. Ça s'appelle Sinister, c'est réalisé par Scott Derrickson, à qui l'on doit notamment L'exorcisme d'Emily Rose. L'histoire, c'est très simple. Un écrivain de romans policiers s'installe avec femme et enfants dans une maison où il y a eu quand même un drame assez sordide dans le jardin puisqu'une famille a été retrouvée pendue. Et en plus, dans la grange, il y a des pellicules au contenu vachement flippant. C'est le carton au box-office américain pour un budget dérisoire de 3 millions de dollars. Manu, est-ce que ça t'a fait flipper? D'abord, ça me faisait flipper parce que c'était par les producteurs d'eux, ce qui est jamais très bon signe. Mais finalement, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai vraiment eu peur, parce que ça ne m'arrive jamais d'avoir peur au cinéma. Ouais. Et là, j'ai flippé parce qu'il sait créer une atmosphère assez glauque et assez angoissante. Il recycle tous les clichés du film d'horreur avec l'écrivain un peu en panne d'inspiration, avec le found footage, avec les enfants qui maudits, qui entendent des voix, avec les boogeyman. Mais tout ça fonctionne, et ça fonctionne aussi parce qu'il y a un vrai acteur, Ethan Hawke, qui donne une épaisseur à son personnage qui est... en plus, c'est son premier rôle dans le milieu du film d'horreur. C'est ça, et on ne le voit pas aussi souvent que ça, mais ça reste un personnage sympathique et avec qui on est en empathie et qu'on a envie de suivre dans ce film. Donc oui, franchement, pour une fois, j'ai eu peur. Vraiment. Et en plus, tu parles de fan footage, et ce qui est très intéressant dans Sinister, c'est qu'ils ont réussi pour une fois à intégrer le fan footage de manière intelligente, parce que c'est vraiment une narration très classique dans lequel le fan footage se greffe. Et donc du coup, pendant une première moitié de film, c'est vraiment un film sinistre. Pour le coup, le titre est bien trouvé, c'est très glauque, des passages très malsains. Moi, je regrette que le film part dans le fantastique et tombe dans le jump scare. C'est ça. Donc on est, voilà, pour la deuxième partie du film, on se retrouve avec des mecs qui d'un seul coup mettent leur tête devant la caméra, des trucs comme ça, qui sont très mécaniques, qu'on a déjà vu, et c'est d'autant plus dommage que le scénario est, je trouve, plutôt malin et plutôt bien couillu sur la fin. Mais voilà, il faut faire du jump scare, ce qui en 2012 est un petit peu répété, et surtout que ça fait plus très peur, quoi. Moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que je vais parler en tant que cliché féminin ambulant, mais je ne vais jamais au cinéma voir des films d'horreur. C'est pas quelque chose que j'apprécie regarder, et j'ai très peur très facilement. Et le jumpscare, moi, fonctionne très très bien sur moi. J'ai sursauté à chaque fois. C'est donc toi qui as crié derrière moi dans la salle. C'était moi. Ça a marché à chaque fois. Après, c'est pas un film traumatisant dans le sens où il va pas faire peur après la séance. C'est-à-dire que quand on va sortir, je vais pas aller regarder sous mon lit pour vérifier s'il y a un monstre, s'il y a quelque chose comme ça. C'est pas du tout traumatisant. Mais sur le coup, dans une salle noire avec le son à fond, moi j'ai sursauté à chaque fois. Cyril, peut-être? Moi je vais vous décevoir, mais ça m'a pas du tout fait peur. Ouais, t'as pas l'air convaincu du tout. Non, vraiment. Et c'est pas pour faire celui qui est contre, hein, mais simplement ça m'a pas fait peur. Parce que j'ai l'impression qu'on nous rabâche tous les codes du genre, comme tu l'as dit. Et je sais très bien ce qui va arriver, tu vois. Donc, non, moi, j'ai plus été intéressé par la personnalité du réalisateur qui regarde des films d'horreur et qui nous plonge, nous, dans la situation du spectateur. Pourquoi avons-nous envie de regarder des films d'horreur, quoi. Exactement comme Amidabar dans Thésis. Je crois que ça va être le mot de la fin. Je rajouterai juste que c'est super efficace, notamment sur le travail du son, qui est assez génial. Palmarès. Après L'Arnaqueur, Pascal Chaumeil continue son bonhomme de chemin dans la comédie romantique. Out, Vanessa Paradis et Romain Duris, le couple star d'un plan parfait, est interprété par Danny Boone et Diane Kruger. La seconde prend le premier pour un pigeon. Est-ce que leur rencontre t'a plu, Cyril? Non, pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas, quoi.
Qui va croire que Diane Kruger, qui est fiancée d'un dentiste parisien qui vit dans l'opulence, va tomber amoureuse d'un Bénet comme Danny Boone qui travaille au guide du routard et qui vit dans un appart pourri à Moscou? Personne. Donc le premier film de Pascal Chaumet, L'Arnaqueur, fonctionnait très bien parce qu'il y avait ce côté glamour entre Vanessa Paradis et Romain Duris. C'était un peu filmé comme un film des années 50 américain, c'était élégant. Ici c'est plouc. La bande-annonce nous a déjà tout dit, et puis en plus... C'est vrai que la bande-annonce dit beaucoup de choses. Et puis on nous fait croire un road movie à travers le monde, on voit un bout de Kenya et un appartement de Moscou, quoi. Donc pour moi c'est un navet, désolé de le dire. Manu, tu t'es laissé attendrir peut-être? Non, je me suis pas vraiment laissé attendrir. Non, mais le problème, et il l'a bien dit, c'est que dans le premier, il arrivait à se jouer des codes de la comédie romantique américaine pour en faire quelque chose d'autre et pour en faire quelque chose de sympathique. Là, il tombe dans le cliché total de la comédie romantique actuelle. Et effectivement, le futur mari de Diane Kruger est un dentiste, bien sous tout rapport, etc. Comme dans toute comédie romantique américaine, c'est un mec gentil, beau, irréprochable, mais tellement chiant qu'on a envie de le quitter pour le premier pigeon venu. Mais la rencontre entre Kruger et Boone est pas crédible. Kruger change d'avis en un claquement de doigts et c'est pas crédible. C'est pas crédible. Elle est plutôt pas mal dans son premier rôle comique finalement, non? Elle prend des risques, c'est quand même assez curieux de la voir là-dedans. Et comme vous l'avez dit, le problème des comédies romantiques, c'est qu'il faut deux choses. Il faut de la fraîcheur. Or là, c'est L'Arnaqueur avec un E, c'est Romain Duris qui est remplacé par Diane Kruger et basta. Et Danny Boone en face, c'est quand même pas sexy. Et surtout, il faut de l'alchimie. Bon, bah là, du coup, l'alchimie, on l'a plus du tout. Donc c'est un film qui perd un peu sur tous les tableaux. Ça se regarde un dimanche soir à la télévision et pas plus loin, quoi. Anaïs, tu as peut-être sauvé la mise, non? Au film? Bien non. C'est un peu le public cible, là. Oui, mais alors pour le coup, on nous présente ça comme une comédie romantique, c'est à peine drôle et c'est surtout pas romantique. C'est pas crédible. Danny Boone, j'y suis toujours allergique. Diane Kruger en peste, Diane Kruger en peste, c'est pas super non plus. Mais c'est surtout que pourquoi aller multiplier les scènes si compliquées dans des pays, dans l'espace, à Moscou, quoi que ce soit. Pour dépayser le spectateur. Avec les effets spéciaux cheap qu'ils ont, ça devient complètement ridicule. Ça aurait été beaucoup mieux tourné. Et c'est aussi à cause de la construction du film. Oui, mais à ce moment-là, moi, je préfère regarder un rendez-vous en terre inconnue, un épisode à la télévision, un dimanche soir, comme tu disais. Je voyage un peu plus. Le mode d'emploi du film. Oui, et puis Mehdi, il faut arrêter avec Danny Boone. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord. Il joue toujours pareil, c'est fatigant. Ouais. Bah écoute, je ne suis pas son agent. Le public va se faire son idée. Un plan parfait, le palmarès. « 140 caractères, des hashtags, des arrobases, et ça devient le buzz. Embarqué pour le club Twitter. Comment définir Twitter? Heureusement, Bernard Pivot est là pour nous apporter une réponse intéressante. Twitter est un réseau choral composé uniquement de solistes. Peut-être, mais les solistes d'Hollywood ont tout de même fait bloc derrière Obama avant l'élection décisive du 6 novembre. Un exemple, cette grande gueule de Russell Crowe qui déclare « Le monde traverse une période complexe, une Amérique en bonne santé, c'est une planète en bonne santé ». Le même Russell Crowe qui se la joue Nicolas Cage, je crois que je n'ai jamais eu une coupe de cheveux aussi moche que dans Broken City, et pourtant j'en ai eu des vraiment bizarres. Si tu le dis Russell, on te croit volontiers. Retour à la politique avec Lindsay Lohan, Sissi, qui fait dans l'émotion hystérique. Oh mon Dieu, ça arrive le débat final! Je suis tellement nerveuse! Puis le soulagement un brin excessif. Bien joué les gars, je suis encore plus soulagé que vous deux que ça soit fini. Quelle angoisse! Mais de toute façon, qu'attendre de profond de quelqu'un qui tweetait quelques jours avant « Je n'ai pas de petit ami, mais j'ai Chanel, Hermès et des diamants ». Heureusement, tous les tweetos ne sont pas aussi futiles, il y en a même des carrément philosophes. Prenez Ashton Kutcher par exemple, qui se demande combien de secondes dans un moment. Voilà un bon sujet de bac, je vous laisse 4 heures. Quant à Gad Elmaleh, lui, il fait plutôt dans le style 100% des gagnants ont tenté leur chance. La première cause de divorce en France est le mariage. On comprend mieux pourquoi il n'est pas marié, l'ami Gad. Quant à la question du mois, elle revient à Richard Kelly qui se demande quand est-ce que Motor sort à Los Angeles. Eh bien mon pote, j'ai une bonne nouvelle, selon mes informations, c'est le 16 novembre. On enchaîne avec les meilleures photos du mois. Hugh Jackman dévoile les coulisses du tournage de Wolverine sur lequel il a fêté son anniversaire avec le meilleur gâteau de tous les temps qu'il va commencer à manger par les griffes. Il reçoit aussi Psyopa. Mais qui est donc Psyopa? Bien c'est le chanteur de Gangnam Style, la chanson qui vous reste dans la tête toute la journée. Quant à David Hasselhoff, il pose fièrement avec Dolph Lundgren. C'est un expandable? Moi pas. Eh ben oui David, il paraît qu'il y a des gens moins has-been que toi. Mais le plus classe reste Kevin Spacey avec l'ami Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Respect Kevin.
Allez, en bonus, Bret Easton Ellis nous refait notre débat critique du mois pour l'auteur d'American Psycho qui veut bannir les popcorns des salles de cinéma. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est un peu le logo de notre émission. Argo est vraiment bon jusqu'aux 10 dernières minutes d'auto-congratulation qui n'en finissent pas. Et quant à Sinister, pendant les 2 tiers du film, c'est de loin le film d'horreur le plus flippant de l'année, et puis soudain, ça ne l'est plus. C'est tout pour cette fois, mais la planète Twitter continue de tourner, on se retrouve donc très vite pour de nouveaux gazouillis. Quelques aboiements et Huggy, le chien superstar du film The Artist, a dicté ses mémoires à la ghostwriter Wendy Holden. Après avoir laissé ses empreintes à Hollywood Boulevard, ce chien superstar est venu à Paris pour assurer la promotion du livre. Ce n'est pas une blague, la preuve, on l'a suivi à la trace. C'est le reportage du mois. C'est naturellement sur les Champs-Élysées que le chien est venu dédicacer son livre Huggy the Artist devant un parterre de journalistes et de fans. Pendant une bonne heure, Huggy a enchaîné les signatures en se prêtant comme la star qu'il est au feu des projecteurs. Il est même allé jusqu'à faire des bisous à toutes ses admiratrices, sans exception. C'est amusant, c'est futile et c'est touchant en même temps, donc voilà. Dans Huggy the Artist, le chien se livre sur sa vie, ses erreurs de jeunesse, ses rôles au cinéma, son amour pour l'actrice Reese Witherspoon, et sur son idole de toujours, Rin Tin Tin. One of Huggy's great heroes is Rin Tin Tin. And of course, that happened with Rin Tin Tin. He had so many great tricks and behaviours that the scripts were written for him. And it doesn't happen very often with animal actors. Et derrière le succès du chien, il y a son maître, Omar Van Muller, qui n'aurait jamais espéré un tel succès avec The Artist. They went to my house, they did a little videotaping and so they liked him. I know after that they did look around a couple different companies and came back to us and they told us that we had the job. At the time we didn't know it was going to be such a big hit. It was just like a Frenchy black and white silent movie. So it was like, okay, let's do it, no big deal. We could repeat the scenes 20 times, most of the times for human error. He never messed up. But of course now that he's famous, now he would charge like a George Clooney. If he would continue doing movies, but he's retired, so. Une retraite bien méritée pour le chien, féru de télévision, qui soufflera bientôt sa 12e bougie, et qui, généreux comme il est, nous a offert quelques pirouettes en guise de conclusion. Après 3 volets très lucratifs, la saga Paranormal Activity a redébarquer dans les salles obscures avec un 4e volet. Je pense que c'est le moment de faire le point sur le found footage à Hollywood avec une question très simple pour ce débat. Est-ce qu'Hollywood a atteint définitivement les limites du found footage ? Avant juste de répondre à cette question, peut-être que Jean-Victor va nous expliquer qu'est-ce que le found footage. Ce qu'est le fameux found footage. Alors, comme son nom l'indique, c'est le principe d'une cassette retrouvée. C'est un genre qu'on a découvert en 1980 avec Cannibal Holocaust et qui, depuis quelques années, avec Cloverfield et Rec, en fait, a explosé à Hollywood. Et le problème de ce procédé-là, c'est donc une cassette qu'on a retrouvée, qu'on est en train de découvrir, et donc ça repose sur des principes très réalistes. Il faut respecter tous les codes du truc qui sont hyper fragiles. Et dès qu'on les dépasse, on casse complètement la crédulité du spectateur. Et le problème, c'est que les films ont de plus en plus tendance à exploser ça. Et donc le genre est de plus en plus limité. C'est né avec Cannibal Holocaust, non ? C'est né avec Cannibal Holocaust et ça a explosé avec Blair Witch Project. Mais ce qui était intéressant avec Blair Witch Project, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un film, c'est tout un concept marketing autour du film. C'est de la façon de le vendre. C'est souvent le cas. Mais oui, mais c'est ça le found footage aussi. Et ce qui avait marché avec Blair Witch Project, c'est que les producteurs avaient vraiment fait croire à un film perdu, à des étudiants qui avaient disparu, c'était des acteurs totalement inconnus, c'était la première fois que le found footage revenait après Cannibal Holocaust, après quelques années de disparition, il y avait eu un site internet très mystérieux autour, donc il y avait tout un concept marketing autour. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ou 3 fois, le concept marketing, il s'essouffle, et comme tu le disais, vu que les règles sont très strictes et qu'on ne peut pas les dépasser sauf à plus faire du found footage et à faire de l'opportunisme total, il faut se renouveler. C'est peut-être pour ça que ça change de registre. On a vu Projet X, Chronicle aussi, donc c'est un procédé qui se prête à tous les styles. Non ? Oui, mais le problème, c'est que la qualité d'un film, peu importe son genre, si tu veux, dépend de la qualité de l'écriture. Et tous ces found footage actuels, moi je trouve que ce sont tous des mauvais films, quoi. Moi, je me souviens, tu parlais de Cannibal Holocaust, mais je me souviens de C'est arrivé près de chez vous surtout, qui était un film génial,
parce qu'on découvrait Poulvord, parce qu'on se posait vraiment la question de savoir si c'était pas un documentaire avec ce type ignoble qui tuait ces vieilles dames. C'était troublant. Ouais. Mais c'était une qualité d'écriture incroyable. À la fin, il y avait la caméra qui tombait, la dernière personne mourait, on voyait bien que c'était une caméra qui avait été retrouvée. Mais maintenant, moi, je trouve que je ne vois plus l'intérêt de nous refaire tout le temps les mêmes films basés sur des mêmes idées, alors que la qualité cinématographique derrière n'y est pas, quoi. Le problème, c'est que c'est le même débat pour absolument tout. Une fois que Hollywood a trouvé un bon filon, il va l'exploiter, mais jusqu'à l'usure. Et là, ça fait des années que c'est avant tout utiliser le found footage dans les films d'horreur, c'est vrai, parce que ça apporte un côté hyper réaliste, donc potentiellement un peu plus effrayant à l'écran. Après, il y a eu Chronicle qui renouvelait un petit peu le genre, que moi j'ai trouvé assez efficace parce que... Sauf que Chronicle, c'était en fait 15 caméras retrouvées, c'était de la musique... Dire que les limites sont complètement dépassées. C'était de la musique, c'était monté, donc il n'y a plus de caméras retrouvées. C'est un film qui est fait par quelqu'un d'autre, qui soi-disant a retrouvé les caméras, mais on ne sait même plus lesquelles. C'est-à-dire qu'en plus, dans Chronicle, je me souviens, il y a une caméra qui disparaissait et réapparaissait à certains moments. Ouais. En fait, ils se sont détachés du genre, mais à la rigueur, c'était intéressant parce que c'était un nouveau genre de found footage en jouant avec le concept. Mais pareil, s'ils font un Chronicle 2 ou 3, ça va juste être de l'exploitation commerciale pure et dure. C'est ça le problème. Le problème, c'est avec cette ère digitale, avec les tout petites caméras qu'ils utilisent par exemple dans Projet X, le principe même de la cassette retrouvée marche plus dès le début. Et comme on a plein de caméras de multiplication de points de vue, comme dans Paranormal Activity 4 où ils filment avec des MacBooks, dès le début, tu n'y crois plus, tu ne te demandes pas pourquoi tu regardes. Là, tu vois le cinéma derrière, tu vois la mise en scène et c'est ce qui casse le truc. Il faut peut-être un bon réalisateur, parce que je veux dire, quand on voit Rec c'est quand même super solide dans le film. Oui, parce que Rec avait su, comme c'est arrivé près de chez vous, utiliser un principe scénaristique qui justifiait toute la chose. C'était des journalistes, c'était un caméraman, il était là pour filmer dès le début. Dans Rec 2, quand c'est des flics qui débarquent, tu te demandes un peu pourquoi ils filment. Donc finalement, c'est les limites, quoi. Je veux dire, il faut que ça soit des journalistes obligatoirement pour que ça tienne, non? Je sais pas. Non, pas forcément. Ça peut aussi être des gens dans un mariage qui filment et la caméra tombe. Cloverfield, c'était comme dans Rec 3 d'ailleurs. Et il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est il y a eu Cannibal Holocaust, mais il y a eu quelque chose en même temps qui est pas très connu, qui passait à la télé, qui s'appelait Les Documents Interdits, qui était français et qui était un vrai found footage. Et là, qui était vraiment flippant, c'était Mystère en vrai. Et c'était quelqu'un dont on retrouvait la caméra, qui était parti sur un bateau qui avait disparu. C'était une équipe de journalistes qui était perdue dans une maison en Angleterre. Et c'était vraiment, vraiment flippant. Ils sont trouvables sur Internet et ça fonctionne vraiment bien, ça. Mais une fois de plus, ça dépend de la qualité de l'écriture et du réalisateur de nous faire croire à son histoire. Que ça ne soit pas uniquement, une fois de plus, une opération marketing qui sent l'argent à plein nez de Hollywood. On peut aussi utiliser le found footage et le mélanger à quelque chose d'autre, puisque Sinister, on en a parlé, utilise le found footage aussi, mais il le mélange avec plein d'autres choses et plein d'autres codes de l'horreur, et finalement ça fonctionne. Donc je pense que le found footage en lui-même, basé uniquement un film là-dessus, c'est peut-être un petit peu... c'est fini, quoi. C'est complètement essoufflé. L'effet de surprise est passé, et puis c'est un truc de paresseux, quoi. C'est fini, ouais. Tu justifies le fait de tourner mal, quoi. Bon, ça va être le mot de la fin, et puis on va voir le bilan en images. Un invité a accepté de se confronter à une question décalée, c'est le portrait du mois. Raging Bull de Scorsese, quoi. C'est un film épidermique, c'est un film qui est sensuel, c'est un film qui est sur le pardon et l'abandon de soi aussi, l'abandon du groupe et du monde, quoi. C'est Sandrine Bonnaire. Elle te regarde, tu existes, et quand elle a pu parfois raconter son parcours de vie, sa famille, ses échecs scolaires et plein d'autres choses, je me suis identifié à elle. J'aurais été un poids plume, j'aurais continué à être un écrivain. Jusqu'ici tout va bien, si quand c'est pas la chute mais l'atterrissage. Kassovitz, Mathieu, La haine. Je me rappelais avoir vu un film qui s'appelle Hot Boy. Incroyable, marteau, pouvoir, chorégraphié, qui me tardait d'avoir le DVD et j'ai pu voir dans les bonus DVD la chorégraphie, le travail, c'est sublimissime, quoi. C'est du grand art, quoi. Le rire de ma fille, quoi, dans mes oreilles, quoi. Répétitif, et j'espère qu'elle sera à jamais dans cette joie de vivre, quoi. Cette rengaine-là, je ne l'entendrai jamais, quoi. Je fais la France parce que on y est bien, quoi. Tu vois, franchement,
pouvoir aller au cinéma, pouvoir bénéficier. Non, mais c'est énorme, quoi. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de Total Recall, une biographie signée Arnold Schwarzenegger. Il raconte toute sa vie, de sa naissance dans un petit village autrichien, une année de famine, son arrivée aux États-Unis, sa passion pour le culturisme, il a été Mister Univers, son premier rôle au cinéma dans Stay Hungry, puis Terminator et tous les grands rôles qu'on connaît, la façon dont il est rentré dans le clan Kennedy, puisqu'il a épousé la nièce de John Fitzgerald Kennedy, et puis bien sûr son poste de gouvernateur jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre assez épais, comme la musculature du héros, parfois fastidieux parce qu'il y a beaucoup de petits détails, mais je pense que les amateurs de Schwarzenegger vont vraiment apprécier. Et les DVD ? Et moi, je vais vous parler de plusieurs DVD, de plusieurs Blu-ray, puisque Universal, sûrement pour les fêtes de fin d'année, a la très bonne idée de sortir un excellent coffret qui regroupe tous les films de monstres cultes de ce studio. Donc on retrouve Frankenstein, on retrouve Dracula, La Momie, L'étrange créature du lac noir, qui ressort en version restaurée le 7 novembre en salle. Il sera en Blu-ray en 3D dans le coffret. Et donc voilà, c'est des films absolument cultes. Il y a aussi Le Fantôme de l'Opéra, ça plaira à tous cinéphiles et donc ça fera très très bien au pied du sapin. Parce que 3 films par mois, ce n'est pas assez, mes chers amis ont décidé de vous faire part de leur coup de cœur en 30 secondes chrono. Mon coup de cœur du mois, c'est pas très nouveau puisque c'est la ressortie de Chinatown qui à l'époque était fait en 1974 avec Jack Nicholson et Faye Dunaway dans les premiers rôles. C'est un vrai film noir à l'ancienne où il faut vraiment des tripes pour le voir parce que c'est un film très nihiliste et vraiment très noir, il faut une sacrée tripe. Mais en tout cas, c'est absolument sublime et si vous avez jamais eu la chance de le voir, c'est l'occasion, donc n'hésitez pas, Chinatown. Malgré son titre, Il était une fois n'est pas un film prosélyte. C'est un programme de 2 moyens-métrages d'une trentaine de minutes. Dans le premier, La Vita di Giacomo, on suit un jeune prêtre qui va bientôt être ordonné. C'est en réalité un portrait impressionniste de l'Italie et de ses 2 mamelles nourricières, la foi chrétienne et la foi footballistique. Dans le second, Monsieur l'abbé, des comédiens tous très impliqués rendent des lettres écrites par des fidèles dans les années 30 à un abbé pour concilier désir sexuel et foi catholique. C'est drôle, c'est touchant et surtout ça montre à quel point la société a évolué en moins d'1 siècle. L'ensemble forme un diptyque très réussi et tout à fait cohérent. J'ai découvert Without de Mark Jensen l'année passée au Festival de Deauville en 2011. Il sort le 14 novembre dans les salles françaises. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui part s'isoler sur une île après avoir vécu un deuil. Le film, qui dégage une aura mystérieuse un peu à l'instar des premiers films de Polanski, aborde des thèmes aussi variés que la culpabilité et les relations presque exclusives qu'on noue avec les technologies numériques. Il est en plus porté à l'écran par une actrice formidable qui s'appelle Jocelyn Jensen et qui délivre un des plus beaux moments cinématographiques de l'année lors d'une chanson avec son ukulélé. Vous verrez, c'est déchirant et sublime, un film que je vous conseille fortement. Alors moi, mon coup de cœur, c'est avant tout pour un acteur, c'est pas spécialement pour un film. Il s'agit de Mads Mikkelsen qui joue dans La Chasse, film qui a divisé la critique à Cannes et qui traite du sujet épineux de la pédophilie. Et moi, j'ai vraiment adoré Mads Mikkelsen là-dedans. Il est juste, il ne surjoue jamais, il est touchant. C'est un père de famille, c'est un instituteur. Il arrive quand même à nous toucher, à parler peut-être un petit peu plus aux femmes qu'aux hommes. C'est vrai, et puis avec l'accent danois, c'était quand même pas évident, et il confirme qu'après Casino Royale, il est capable d'être un vrai méchant gentil. Moi, j'aime beaucoup. C'est déjà la fin, merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, on s'intéressera à un des phénomènes de cette fin d'année, The Hobbit de Peter Jackson, mais aussi un autre phénomène, celui du cinéma indépendant américain, Les Bêtes du Sud sauvage de Ben Zetin, qui gagne à peu près tout, partout où il va. Restez connectés, on se retrouve bientôt après la séance. Et puis au revoir les amis quand même. Salut Mehdi, merci. Ciao. Merci à tous, à bientôt. We have different types of music, one you like the most. They're rock, pop, jazz and rap, the variety's getting big. Some types are heavy and some are sweet. No matter if you are young or very fit.